Bonjour, une nouvelle vidéo pour poursuivre ce chapitre sur les géosciences, la géologie, l'érosion en général. Nous avons vu des vidéos pour le grand 1 et le grand 2. Nous sommes ici dans le grand 3, mécanisme de l'érosion. On va s'intéresser au granit, donc une des roches les plus abondantes sur Terre. Un granit sain, on va apprendre à le reconnaître aussi bien à l'œil nu qu'au microscope polarisant, à l'échelle microscopique, minéralogique. Va devenir à la suite de l'érosion ce qu'on appelle un granit altéré, plus ou moins altéré, qui peut avoir ce qu'on appelle l'aspect de granit pourri, qui peut ensuite se désagréger en ce qu'on appelle une arène granitique. À l'échelle du paysage, on peut avoir des affleurements de granit érodés qui ressemblent à ça, et qui vont donner par exemple des blocs isolés caractéristiques qu'on appelle des chaos granitiques, qu'on va trouver par exemple en Bretagne, dans le massif armoricain, mais également dans les Vosges ou dans le Morvan. C'est caractéristique de l'altération d'un vieux socle granitique où on a des blocs qui sont isolés, de plus en plus isolés au fur et à mesure que l'altération, l'érosion est poussée. Donc vous apprendrez en première spécialité à reconnaître un granit à l'œil nu, caractérisé par trois types de minéraux. Le quartz, alors ici c'est un minéral à l'œil nu qui apparaît ici vitreux, blanc, laiteux. Les micas, alors ici c'est des micas noirs qu'on appelle la biotite. Et enfin les feldspaths, donc quartz feldspath mica, donc ici les feldspaths qui sont plutôt blancs parce que c'est un granit sain qui n'a pas été altéré. Par contre, dans un granit plus altéré, comme ici, on va retrouver le quartz blanc laiteux, les micas noirs, et puis les feldspaths qui vont avoir des aspects plutôt rosés, blanc rosé, caractérisés par le fait d'une oxydation. Donc ici, on aura plutôt un granit rose, et c'est d'ailleurs l'altération des feldspaths qui donne le type de granit. À l'échelle minéralogique, vous devrez reconnaître donc le quartz. Le quartz, donc, on l'a déjà vu dans le grès, donc sans forme propre, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être gris, en fonction de l'orientation, puisqu'il laisse passer plus ou moins la lumière. Les feldspaths, donc il y aura deux types de feldspaths caractéristiques. Les feldspaths ici, comme celui-là, rayé noir et blanc, c'est ce qu'on appelle les feldspaths plagioclases. Et puis les feldspaths noir-blanc, c'est ce qu'on appelle l'orthose. Et d'ailleurs, quand on tourne la lame, le noir devient blanc et le blanc devient noir euh, successivement. Enfin, en ce qui concerne le mica, ce sont des paillettes comme ceci qui peuvent être plus ou moins colorées, qui peuvent être assez plus facilement reconnaissables en lumière non polarisée. En l'occurrence, c'est le cas de la biotite, donc le mica noir, qui va être plutôt brune avec des taches de zircon en lumière non polarisée. Dans votre cours, vous avez ici des planches de minéraux, basiquement à savoir reconnaître. Donc pas l'olivine hein, qui n'est pas encore au programme, mais le quartz avec une description précise en lumière polarisée non analysée, c'est-à-dire sans mettre l'analyseur, et la lumière polarisée analysée. Donc ici, je vous disais, noir, blanc, gris, sans forme propre, en fonction de l'orientation du minéral. Ensuite, les feldspaths type orthose, qui sont reconnaissables en lumière polarisée par le noir-blanc, hein, dont on a parlé, et les feldspaths plagioclases par des striures noir et blanc en alternance. Enfin, les micas, alors il y a deux types de mica, le mica noir qu'on appelle la biotite, qui est plus facilement reconnaissable en lumière non polarisée. Je vous disais, elle est brune, elle peut avoir des petites taches noires. Et puis le mica blanc, qu'on appelle muscovite, qui va avoir des couleurs très vives en lumière polarisée. Vous avez ce document donc dans la première page du grand 3, où on voit l'altération chimique d'un granit par l'eau et comment on peut passer d'un granit sain à une arène granitique. Donc on retrouve ici schématiquement le quartz, les feldspaths et les micas, donc très schématique. Ensuite, on voit qu'il va y avoir une action de l'eau et une altération des minéraux qui vont permettre la formation de particules argileuses, donc dans le granit altéré. Et enfin,
on obtient l'arène granitique qui contient beaucoup plus d'argile et des grains de quartz donc isolés, ce qui va la rendre particulièrement friable. De façon simplifiée, on pourra dire que dans l'arène granitique, le quartz va donner le sable siliceux, et les feldspath mica vont donner de l'argile. Vous trouvez en haut de la page 2 du cours, du grand 3, une équation chimique qui est juste là pour comprendre que quand on érode un granit, on peut former des calcaires. Alors comment? Eh bien en fait, quand on a ici les minéraux Ca et CO3, on va les trouver par exemple dans les feldspaths. Avec de l'eau chargée en CO2, qu'est-ce que ça peut donner? Ben, ça peut libérer de la silice et CO2, donc du quartz, et des ions calcium, Ca2+, ainsi que des ions HCO3-, qui peuvent se recombiner, donc être transportés par l'eau de dissolution, par l'écoulement, et enfin précipités par exemple dans la mer sous forme de CaCO3, donc en l'occurrence de carbonate de calcaire, en partant d'une roche silicatée type granit. Dans le petit 2, on vous parle de l'altération physique d'un granit, c'est-à-dire qu'après l'action chimique, la dissolution de l'eau, je parlais de dissolution chimique, excusez-moi, par l'eau, avec l'action du CO2 notamment. On peut aussi maintenant parler d'altération physique avec des choses comme l'alternance du gel et du dégel, qui ont été responsables de l'écroulement de ce qu'on appelle le pilier Bonatti en 2005 dans la chaîne du Mont Blanc. C'est un morceau des fameuses aiguilles des Drues. En l'occurrence, ce fut spectaculaire avec un écroulement de, j'ai plus la quantité, mais d'une très grande quantité de roches dans la vallée avec énormément de poussière. Ceci étant dû à l'alternance du gel et du dégel, euh, ce qui fait littéralement exploser la roche. Sachant, comme on vous le dit dans le cours, qu'un centimètre cube d'eau devient 1,03 cm3 de glace, donc ce qui accentue l'écartement des fissures et finit par faire exploser la roche. Ensuite, on évoque l'action des glaciers, bien sûr, hein. La dernière glaciation a laissé des traces dans les Alpes et dans les Vosges. Donc les glaciers sont des véritables bulldozers pour l'érosion, et ils vont littéralement modeler les vallées glaciaires caractérisées par un fond plat, vallée en U, etc. Ici, c'était la mer de glace. Ici, donc, ce qu'on appelle les moraines, c'est-à-dire les dépôts de blocs issus de l'érosion par le glacier. Les glaciers laissent souvent des traces caractéristiques, comme ici des traces de burinage, c'est-à-dire des stries sur la roche au moment de leur passage, donc caractéristiques de l'érosion glaciaire. Si on évoque des choses plus proches de nous, en l'occurrence les lacs vosgiens sont tous issus de l'érosion de la dernière glaciation, environ 10 000 ans, et ils sont le reste des glaciers, enfin de ce qu'ont laissé comme empreinte les glaciers. Donc ici vous avez le lac de Retournemer, de Longemer, et le lac de Gérardmer, et qui sont tous donc des restes de l'érosion glaciaire, avec notamment des structures caractéristiques comme les tourbières, bon je vais vite, hein, le saut des cuves, etc. Et donc le document que vous avez dans votre cours, on voit très bien que le lac de Retournemer, c'est un verrou glaciaire, c'est-à-dire un endroit que le glacier n'a pas réussi à éroder, alors que le lac de Longemer, la digue naturelle, c'est en fait une moraine, c'est-à-dire des blocs charriés par le glacier, et c'est également le cas pour le lac de Gérardmer. Donc ils sont typiquement des lacs issus de l'érosion par les glaciers. On évoque ensuite une action qui n'est pas évidente mais qui est réelle, c'est-à-dire l'action des racines qui vont littéralement, en s'enfonçant dans la roche-mère, faire éclater la roche en grandissant dans les fissures. C'est également une action mécanique et une origine de l'érosion, l'action des racines. Enfin, dans notre plan de ce grand 3, on arrive au grand B, altération d'une roche calcaire. Le relief caractéristique, c'est ce qu'on appelle le karst, où on a véritablement de la dentelle issue de l'érosion des calcaires.
Et on retrouve une équation où on a le calcaire, carbonate de calcium, qui en présence d'eau et de CO2 va libérer des ions calcium et des HCO3-. Vous avez des reliefs qui sont également caractéristiques, comme par exemple les dolines, qui correspondent à ces structures sur des plateaux calcaires, donc des endroits où on a une dissolution plus importante et un affaissement. On en voit très bien dans le Jura par exemple, mais on peut avoir aussi des grottes, des fissures. Alors là, c'était un petit schéma pour expliquer comment les fissures pouvaient se constituer, mais ça, bon, on n'a peut-être pas suffisamment de temps ici. Et on peut avoir des grottes importantes comme le gouffre de Padirac que vous connaissez, ou des structures comme le pont d'Arc en Ardèche, caractéristiques de l'érosion du calcaire. Je vous mets d'ailleurs aussi un lien sur un film du désert platé très intéressant dans les Alpes, où on a les traces d'un ancien océan en altitude à voir avec le lien. Donc voilà pour cette vidéo sur le Grand 3. Merci.